C'était un après-midi d'août de février, et je venais d'arriver devant la vieille maison du ranch à Shreveport. Les carillons accrochés au porche tintaient doucement. Autrefois, se sont évoqués la paix et les jours heureux de l'été, mais maintenant ils semblaient étranges, presque vides. Je n'étais pas revenu depuis plus d'1 an, non pas parce que je ne voulais pas, mais parce qu'on m'avait dit qu'il n'y avait plus personne ici à visiter. Quand la porte d'entrée grinça en s'ouvrant, je ne reçus pas de câlin. À la place, j'entendis une voix aussi rude que la moustiquaire rouillée. « Alors tu as enfin décidé de te montrer, dit grand-mère. » Ses bras étaient croisés et son regard perçant. Je restai figé. Ces mots faisaient plus mal que je ne l'aurais imaginé. « Grand-mère, qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je en m'approchant. « On m'a dit que tu étais en maison de retraite, que toi et grand-père. » Elle leva la main pour m'interrompre. Elle tremblait un peu, mais le geste était clair. Ce petit mouvement me donna l'impression d'une gifle. « Ton grand-père n'a cessé d'appeler ton nom, Ruth, dit-elle. Il te demandait encore et encore pendant qu'il mourait. Il t'appelait sa petite scientifique. Mais tu n'es jamais venue. Tu n'as même pas répondu. » Ma poitrine se serra et je peinais à respirer. « Ce n'est pas vrai, dis-je d'une voix tremblante. S'il te plaît, laisse-moi voir le numéro qu'il composait. » Elle me regarda un moment, puis tourna les talons et entra dans la maison. Quand elle revint, elle me tendit un petit carnet. Les bords étaient usés, et les pages légèrement cornées. Je baissai les yeux et reconnus l'écriture de grand-père. Mais le numéro inscrit n'était pas le mien. Pas du tout. « Ce n'est pas mon numéro, murmurai-je. J'ai le même depuis le lycée. » Les sourcils de grand-mère se froncèrent. « On nous a dit que tu l'avais changé en partant à l'université, dit-elle d'une voix plus douce. Qu'on ne devait pas te déranger. Que tu avais besoin d'espace. Que tu avais honte de nous. » Non, dis-je en reculant d'un pas. Mes jambes faiblirent, et je m'agrippai à la rambarde du porche pour ne pas tomber. « Grand-mère, je suis rentrée à la maison pendant les vacances de printemps. Je suis venue ici, dis-je. Marie était là. Elle m'a dit que personne n'était à la maison. » Le visage de grand-mère pâlit. « Nous étions là, dit-elle. Nous avons toujours été là, Ruth. Qu'est-ce que tu racontes ? » Ils m'ont menti, répondis-je, sentant la colère monter en moi comme une vague. Ils m'ont dit que vous aviez été placé dans une maison de soins à Cedar Ridge. Que les visites étaient interdites à cause de la quarantaine. Qu'il valait mieux que je me concentre sur mes études. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit tout de suite. Elle semblait choquée, comme si quelqu'un venait de lui ôter tout l'air des poumons. « Ils m'ont dit que tu ne voulais pas me voir, murmura-t-elle enfin. Que tu avais une nouvelle vie maintenant, et que nous n'en faisions plus partie. » Un rire amer et nerveux m'échappa. « Je n'ai jamais dit ça, dis-je. Ils m'ont coupé de vous exprès. Ils ne m'ont même pas dit que grand-père était malade jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ils m'ont dit que les funérailles étaient aujourd'hui à 14 heures. Je suis allée à l'église, elle était vide. » Elle cligna lentement des yeux et s'assit sur la balançoire du porche, comme si ses jambes ne la portaient plus. « Les funérailles ont eu lieu à 10 heures, dit-elle doucement, la voix remplie de douleur. Je vis la vérité s'installer sur son visage comme un nuage noir. « Ils ont dit à tout le monde que tu n'étais pas venu, ajouta-t-elle. Que tu n'en avais rien à faire. » J'avalai difficilement ma salive. Une boule me bloquait la gorge. « Je n'aurais jamais manqué ces funérailles, dis-je, la voix brisée. Mais jamais. » Il était le seul à croire en moi. Mes yeux se remplirent de larmes, et tout autour de moi devint flou. Sans réfléchir, je tombai à genoux à côté d'elle et posai ma tête sur ses genoux. Pendant longtemps, nous ne dîmes rien. Le seul bruit était celui du vent dans les arbres, comme s'il portait, lui aussi, des secrets. « Il est mort en croyant que je ne tenais pas à lui, sanglotai-je. Maintenant, nous savons la vérité, dit doucement grand-mère en me caressant les cheveux, comme quand j'étais petite. Nous savons, Ruth. » Elle essuya ses larmes du revers de sa manche, puis me regarda. Ses yeux étaient encore tristes, mais j'y vis autre chose aussi, de la force. Lentement, elle se leva, lissa sa jupe et rentra dans la maison. Je la suivis, sans savoir ce qui allait se passer ensuite. À l'intérieur, tout était comme dans mes souvenirs. Mais l'air semblait différent, plus lourd. Elle se dirigea vers le mur de la cuisine et décrocha le téléphone. Ses mains tremblaient un peu en composant le numéro, mais quand elle parla, sa voix était redevenue ferme. Forte. Je la reconnaissais enfin. Celle de mon enfance. Laura ? Oui, c'est moi, dit-elle d'une voix plate. J'ai besoin que toi,
Franck et Marie veniez ici tout de suite, dit grand-mère d'un ton ferme. J'entendis une voix étouffée au téléphone, mais avant que la personne ne puisse finir, grand-mère coupa court. Et non, je ne peux pas attendre. Je vous attends dans l'heure qui vient, dit-elle, puis elle raccrocha sans dire au revoir. Elle se tourna vers moi. L'avocat est en route aussi, dit-elle calmement, bien que je sentais quelque chose de puissant sous sa voix, quelque chose qui brûlait. Ton grand-père a laissé certaines choses. Elles doivent être lues à haute voix, devant tout le monde. Je ne dis rien. Je me contentais de hocher la tête. Je n'étais pas prête pour ce qui allait arriver, mais je n'avais plus rien à perdre. 1 heure plus tard, la sonnette retentit. Reste dans la cuisine jusqu'à ce que je t'appelle, dit doucement grand-mère, posant sa main sur mon épaule. Je m'assis à la petite table de la cuisine, la même où grand-père s'asseyait pour boire son café du matin en lisant les articles scientifiques que je découpais pour lui. À travers le mur, j'entendais leur voix. Ma mère semblait trop joyeuse, comme si elle jouait la comédie. Mon père parlait avec sa gentillesse habituelle fausse. Marie poussa son habituel soupir d'ennui. Puis, silence. Enfin, la voix de grand-mère retentit, nette et tranchante. S'il vous plaît, tout le monde, asseyez-vous. Monsieur Samuel Johnson est ici pour lire le testament de Justine. C'était mon signal. J'entrai dans le salon. Tous les trois levèrent les yeux en même temps. Le faux sourire de ma mère s'effaça. Mon père devint pâle. Marie ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Je pouvais presque voir les pensées courir dans leur tête. Pourquoi étais-je là? Pourquoi grand-mère les avait-elle tous réunis ainsi? Monsieur Johnson ouvrit lentement sa mallette. Il sortit une enveloppe épaisse. Elle ne semblait pas seulement contenir des papiers légaux, mais aussi des secrets. Il s'éclaircit la gorge et commença. Moi, Scott Wood, saint d'esprit et de corps, déclare ceci comme étant mon testament et ma dernière volonté. La pièce devint totalement silencieuse. Monsieur Johnson continua à lire. À ma chère épouse, Linda Wood, je laisse notre maison familiale et une allocation financière à vie pour subvenir à ses besoins et à son confort. Le visage de grand-mère resta calme. Elle savait déjà. À ma petite fille, Ruth Wood, lut Monsieur Johnson. Je laisse le centre de recherche récemment construit au 240 Imperial Drive. Cela inclut tout le matériel de laboratoire, les droits sur les projets en cours que j'ai soutenus, ainsi que les fonds nécessaires pour continuer le travail et rémunérer le personnel. La pièce changea d'atmosphère. C'était silencieux, mais je le sentis. Mon père prit une inspiration brusque. L'œil de ma mère tressaillit. Mais ce fut Marie qui craqua la première. C'est une blague, dit-elle, la voix tremblante de colère. Tu lui donnes le laboratoire? Tout le labo? Monsieur Johnson ne réagit pas. Il continua simplement à lire. Et enfin, le reste de mon patrimoine, mes comptes, mes biens et mes investissements sera partagé à parts égales entre mes 2 petites filles, Ruth et Mary Wood. Le silence qui suivit fut lourd. Puis Marie se leva d'un bond, sa chaise raclant bruyamment le parquet. Son visage était rouge, sa bouche grande ouverte de stupeur. C'est de la folie. Non, non. C'est moi qui devais tout avoir, hurla-t-elle. C'est ce que vous aviez dit. Elle se tourna vers nos parents, la voix brisée. Vous m'aviez promis. Vous m'aviez dit que si je lui rendais visite, si je faisais semblant d'être la gentille petite fille, si je jouais le rôle, tout serait à moi. Je la fixai, pétrifiée. Il lui avait demandé de faire semblant. Il lui avait demandé de mentir et de manipuler un homme mourant pour son argent et elle avait accepté. Mais grand-mère n'en avait pas fini. Il y a encore autre chose, dit-elle d'une voix glaciale. Elle ouvrit un tiroir à côté d'elle et en sortit une lettre pliée. Sa main tremblait alors qu'elle l'attendait à Monsieur Johnson. Scott voulait que cela soit lui aussi, dit-elle. Monsieur Johnson déplia lentement la lettre, prenant soin de ne pas déchirer les bords anciens. Le papier était légèrement jauni, mais l'écriture de grand-père restait forte et claire, comme si chaque mot avait été écrit avec intention. Monsieur Johnson s'éclaircit la gorge et lut à voix haute. À ma chère Ruth? Si cette lettre est lue, cela signifie que je ne suis plus là. Cette pensée me brise le cœur, mais j'espère que ces mots porteront un peu de l'amour que je n'ai pas assez exprimé de mon vivant. Tu as toujours été différente, pas d'une façon qui devait changer, mais d'une façon qui rendait tout meilleur. Pendant que les autres recherchaient l'attention, tu cherchais la vérité. Pendant qu'ils faisaient leur spectacle, tu observais en silence et tu apprenais. Tu étais ma petite scientifique. Ma fierté. Mon héritage. Un souffle court me coupa la respiration.
Je ne regardais personne, mais je pouvais sentir les yeux de ma mère me brûler. Je gardais les yeux fixés devant moi, m'accrochant aux mots de grand-père comme à une bouée. Je t'ai vu grandir avec des questions plein les yeux, mais personne autour de toi ne semblait se soucier de t'apporter des réponses. Je me souviens de toi à 7 ans, tenant ton petit carnet, notant combien de temps il fallait à la pluie pour remplir un bocal en verre. J'ai vu ton sourire disparaître chaque fois que ta mère t'ignorait. Chaque fois que ton père changeait de sujet. Il fit une pause. La pièce resta figée. J'ai vu comment ton esprit brillant les rendait mal à l'aise, non pas parce que tu faisais quelque chose de mal, mais parce qu'ils ne te comprenaient pas. Et pire encore, ils n'ont même pas essayé. Marie bougea sur sa chaise. Maman croisa les bras. Papa détourna les yeux. Marie faisait plus de bruit. Elle était plus facile à féliciter. Plus simple à élever. Alors ils lui ont tout donné, l'attention, l'amour, l'argent. Je ne lui en veux pas pour tout ça. Elle s'est juste contentée de jouer le rôle qu'ils lui ont donné. Mais toi, Ruth, tu as tracé ton propre chemin. Et ça demande du courage. J'ai toujours admiré ça, même si je ne te l'ai pas assez dit. Une larme glissa sur ma joue. Grand-mère tendit la main et me prit doucement la mienne. Je me souviens quand tu as gagné ton premier concours scientifique régional, poursuivit Monsieur Johnson. Tes parents ne sont même pas venus. Ils étaient au cours de danse de Marie. Tu es venue sur notre porche ensuite, tenant ton trophée à deux mains, sans savoir si tu devais te sentir fière ou honteuse. Tu as demandé si on pouvait le cacher sous ton lit au lieu de le mettre sur une étagère. Tu as dit, peut-être que si je ne le montre pas, ils arrêteront de me regarder comme si je n'étais pas à ma place. Ce jour-là, mon cœur s'est brisé. La pièce semblait plus étroite, plus lourde. Ma mère ne bougeait pas. Mon père avait pâli. Marie restait silencieuse, mordant sa lèvre inférieure. Tu méritais plus, continua Monsieur Johnson. Pas seulement des choses, mais de l'amour. Tu mérites d'être vue. D'être acceptée. D'être toi-même. Et même si je ne peux pas réparer le passé, je peux t'aider à construire l'avenir. C'est pour ça que j'ai construit le laboratoire pour toi. C'est pour ça que j'ai changé mon testament. Tu n'es pas une erreur, tu es un miracle. Un miracle qu'ils n'ont jamais mérité. Monsieur Johnson replia lentement la lettre. Le silence qui suivit était profond et lourd. Je repensais aux trophées que j'avais gardés cachés dans cette boîte sous mon lit. Je me rappelais les avoir déplacés pendant des heures, comme des pièces de puzzle, je ne savais jamais où les mettre. Je me souvenais avoir caché mes certificats dans des tiroirs. Je me souvenais des mots de Marie qui résonnaient dans ma tête. Personne n'aime les madames, je sais tout. J'avais parlé une fois devant ses amis et je m'étais souvenu de toutes ces fois où je faisais ses devoirs à sa place. Tu es juste meilleure dans ce genre de truc, disait-elle en posant ses livres devant moi sans même demander. Marie, c'est de la triche, lui avais-je dit une fois. Ruth, aide ta sœur, avait crié maman depuis le couloir. La famille aide la famille. Mais ça n'avait jamais ressemblé à de l'aide. Ça ressemblait à du contrôle. Il y avait toujours un schéma. Marie exigeait. Mes parents la soutenaient. Et moi, je cédais. Je pensais que si je restais utile, peut-être qu'ils m'aimeraient plus. Parfois, je les entendais parler quand ils croyaient que je dormais. Je ne comprends pas d'où elle sort ça, chuchotait maman. Elle n'est pas comme nous, disait papa, comme si c'était une blague. On a peut-être ramené le mauvais bébé à la maison. Il riait. Mais moi, je ne riais jamais. Je baissais les yeux vers mes mains plus âgées maintenant, plus fermes, plus fortes que quand je tenais une loupe dans le jardin, essayant de capturer la lumière du soleil dans un bocal. Grand-père m'avait vu. Il m'avait toujours vu. Et maintenant, il avait fait en sorte que le monde me voie aussi. J'ai toujours été la discrète. Celle qui restait derrière pendant que le reste de la famille avançait comme une équipe parfaite. Marie était toujours le centre, l'étoile. Mes parents tournaient autour d'elle comme des planètes autour du soleil. Je me disais que je n'avais pas besoin de leur attention. Mais même les mensonges deviennent lourds quand on les porte trop longtemps. Pendant que Marie dansait sur scène dans des costumes brillants, je restais au dernier rang en retenant mon souffle. Je voyais maman se lever et applaudir comme si elle était la mère la plus fière du monde. Elle n'a jamais applaudi comme ça pour moi. Je ne suis même pas sûre qu'elle savait quand avait lieu ma foire scientifique. Je me souviens d'un anniversaire, je devais avoir 10 ans. Grand-mère et grand-père avaient fait le trajet depuis le ranch. Grand-père m'avait offert un kit de microscope. Il était emballé dans du papier journal avec un ruban en ficelle. J'étais si heureuse. Marie avait levé les yeux au ciel et dit.
Évidemment qu'elle veut une boîte remplie de microbes. Maman avait ri. Eh bien, c'est notre Ruth, toujours la petite bizarre. Ce soir-là, j'ai installé le microscope sur le plan de travail de la cuisine. Je n'en pouvais plus d'attendre. J'ai fait des lames avec de l'eau d'étang, de la peau d'oignon, des pétales de fleurs, tout ce que je trouvais. Mais juste au moment où je me penchais pour faire la mise au point, la voix de maman traversa le couloir comme une lame. Ruth, range-moi ça. Les amis de Marie vont arriver. Je ne veux pas de ton bazar scientifique dehors. Elle ne m'a même pas regardé en le disant. C'était toujours comme ça. Marie avait des invités, des fêtes, des grandes célébrations et des photos de famille parfaites. Moi, j'avais des livres. Du silence. Et un monde que je me créais avec des pages et des chiffres parce qu'il n'y avait pas de place pour moi dans le vrai. Même quand je réussissais bourse, récompense, invitation à des camps de recherche d'été, mes parents réagissaient comme si c'était juste une tâche de plus sur leur liste. Comme si j'étais quelque chose à cocher, pas à célébrer. Il faut encore remplir des papiers? Tu ne peux pas rater celui-là? On a déjà fait le dernier camp. Et le voyage de Marie à Hawaï? On ne peut pas être partout. Ils ne comprenaient pas. Ces moments-là étaient les seuls qui me faisaient avancer. Être vu par des inconnus comptait plus pour moi que d'être ignoré par ma propre famille. Et ce n'était pas juste être oublié. Parfois, j'avais l'impression qu'ils étaient agacés que j'existe. Comme si je ne rentrais pas dans l'image qu'ils voulaient montrer au monde. Un jour à l'école, j'ai entendu ma mère parler à un autre parent. Ruth? Oh, c'est notre petite Jenny, dit-elle avec un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux. Elle est un peu intense, mais on essaie de l'aider à devenir plus normale. Je m'étais enfermée dans les toilettes, accrochée au réservoir juste pour empêcher mes mains de trembler. Même quand j'essayais de les rendre fiers, quand j'ai intégré le programme pour élèves doués, quand j'ai été acceptée en avance à l'université, ils n'ont pas réagi avec de la joie. Ils avaient l'air effrayés. Tu es sûre d'être prête pour ça? Tu seras si loin. Et ne te précipite pas dans la vie, Ruth. C'est bien aussi d'être ordinaire. Mais je n'étais pas ordinaire. Je ne l'avais jamais été. Et grand-père le savait. Il était le seul à ne jamais me demander d'être moins. Je me souviens, une fois, j'avais 12 ans. Je m'étais enfuie derrière la grange en pleurant parce que Marie m'avait dit que je ne serais jamais assez jolie pour compter. Grand-père m'avait trouvée. Il ne m'avait pas demandé ce qui s'était passé. Il m'avait juste tendu un petit carnet et dit. Écris les choses qu'ils ne comprennent pas. Un jour, le monde les comprendra. Ce carnet m'a accompagnée pendant des années au lycée, à travers des expériences scientifiques ratées, des déjeuners solitaires à l'école, des anniversaires que personne ne se souvenait de fêter. Il est devenu mon bouclier. Mon refuge. Et maintenant, assise dans le salon en face de cette même famille qui m'avait autrefois rendue invisible, je sentais toutes ces années m'envelopper comme une armure. Ils avaient passé tant de temps à essayer d'éteindre ma lumière. Mais grand-père m'avait donné un endroit où briller. Et maintenant, ils devaient regarder. Le silence après la lecture de la lettre ne dura pas longtemps. Marie bondit, le visage rouge de colère et d'incrédulité. C'est ridicule, hurla-t-elle. Pourquoi est-ce qu'elle aurait droit à quoi que ce soit? Elle n'était même pas là. Elle disparaît pendant des années, puis revient soudainement pour prendre la moitié de tout le laboratoire, l'argent. Elle se tourna vers maman et papa, la voix tremblante. Vous m'aviez dit que c'était pour moi. Vous me l'aviez promis. Le visage de maman resta figé, difficile à lire, mais ses mains se tordaient sur ses genoux comme si elle retenait quelque chose. Elle essaie de tirer quelque chose de rien, dit Marie, sa voix montant à chaque mot. On avait un accord. J'ai tout fait comme vous me l'aviez demandé. J'ai joué le rôle. Je lui ai rendu visite quand vous me l'avez demandé. J'ai dit les bonnes choses. J'ai été la petite fille parfaite. Sa voix se brisa. Vous m'avez fait supplier un homme mourant pour obtenir son approbation. Les mots flottèrent dans l'air comme une fumée épaisse. Même grand-mère cligna des yeux. Et maintenant je suis censée partager? Marie laissa échapper un rire sec, amer. Avec elle? Je levai les yeux et croisai son regard pour la première fois depuis mon arrivée. Je ne ressentais plus de colère. Je n'avais plus peur. Je voyais simplement la vérité, clairement. Tu ne lui rendais pas visite parce que tu tenais à lui, dis-je doucement. Tu y allais parce qu'on t'avait promis quelque chose. Marie se figea. Tu n'as jamais passé des heures à parler avec lui de livres, de sciences, ou de son jardin, poursuivis-je d'une voix calme. Tu ne restais jamais à son chevet, sauf quand on te le disait.
On m'a tenu à l'écart par des mensonges, mais au moins, mon amour pour lui était réel. Ça suffit, trancha maman en se levant. Ce n'est pas le moment de faire la leçon à ta sœur. Tu ne comprends pas la pression qu'on a tous subie. La pression, répétait Jo en ricanant presque. Tu veux dire cacher la vérité? Me couper des seuls qui me soutenaient? Papa se leva aussi, ajustant son col comme s'il allait faire un discours. Soyons raisonnables, dit-il. Pense à ce que tu fais. Tes études ont été financées. Tous ces camps scientifiques, les compétitions, même les voyages internationaux, tu sais combien ça nous a coûté? La pièce sembla vaciller. Ma respiration se coupa, puis se stabilisa. Vous n'avez rien payé, dis-je d'une voix calme mais nette. C'est grand-mère et grand-père qui ont tout financé. Chaque frais. Chaque billet d'avion. Chaque équipement. C'était eux. Pas vous. Papa ouvrit la bouche, mais je ne le laissai pas parler. Vous avez montré dès le début que je n'étais pas votre priorité. Vous ne l'avez jamais caché. Ce n'est pas la question, coupa maman sèchement. La famille, c'est le sacrifice. Marie a plus besoin de ça que toi. Si tu veux vraiment honorer ton grand-père, signe-lui ta part. Grand-mère se leva alors. Ses mains tremblaient, mais sa voix, non. Comment osez-vous, dit-elle. Sa voix trancha la pièce comme une lame. Maman cligna des yeux. Linda. Non, dit grand-mère d'un ton ferme et tranchant. Vous lui avez menti. Vous l'avez utilisé alors qu'il mourait. Vous l'avez regardé dans les yeux et vous lui avez menti. Et maintenant, vous parlez de famille? Elle se tourna vers Marie. Tu as peut-être joué ton rôle, mais ce n'était pas de l'amour. C'était un marché. Et j'ai honte de le dire. Je ne le comprenais pas avant, mais maintenant si. Le visage de Marie se crispa, mais elle ne dit rien. Grand-mère inspira profondément, agrippant fermement la coudoir. Il y avait une colère silencieuse dans ses yeux. Mon seul regret, c'est que Justine t'ait laissé quoi que ce soit, dit-elle. Puis elle regarda la porte. Sortez, dit-elle, calme mais ferme. Tous. Vous n'êtes plus les bienvenus ici. Personne ne bougea. Alors elle le répéta, plus fort non pas en volume, mais en autorité. Maman tenta alors de parler. Linda, on est une famille. Plus maintenant, répondit grand-mère. Marie quitta la pièce la première, ses talons claquant sur le plancher comme des coups de feu. Mes parents la suivirent, marmonnant des choses à propos d'avocats et de changer le testament. Mais ils partirent. Et pour la première fois, ils ne pouvaient rien emporter avec eux. La maison redevint silencieuse. Mais ce n'était plus le silence lourd d'avant. C'était un silence paisible. Libre. Cela fait 7 ans que ce jour-là est arrivé. 7 ans que la porte d'entrée a claqué derrière mes parents et ma sœur. Leurs pas furieux résonnaient comme les derniers souffles d'une tempête s'éloignant vers la mer. Je ne leur ai plus jamais parlé depuis. Parfois, je vois leurs noms apparaître numéros inconnus, nouveaux emails, demandes d'amis sous de faux profils. Je les supprime tous sans les lire. Je n'ai pas besoin d'excuses, surtout pas de celles qui n'arrivent que quand quelqu'un se sent mis à l'écart. Ils ont fait leur choix. J'ai fait le mien. Le laboratoire que grand-père m'a légué, mon laboratoire, est passé d'un petit espace de recherche à quelque chose de réel et d'important. Nous l'avons nommé Centre d'innovation Scottwood. Ce n'était pas seulement pour faire vivre son nom, c'était pour honorer sa foi en moi. Nous nous concentrons sur les technologies agricoles intelligentes. Des choses comme des systèmes d'irrigation économes en eau, des cultures plus résistantes, et des méthodes plus sûres pour protéger les plantes. Les mêmes idées que je présentais autrefois aux foires scientifiques scolaires aident maintenant de vraies exploitations agricoles à survivre dans tout l'État. Le mois dernier, je suis montée sur une scène à Albuquerque pour recevoir une subvention nationale pour l'innovation climatique. Je portais un tailleur bleu marine et je portais le silence de ma mère comme une armure. La foule a applaudi. Les projecteurs ne m'effrayaient plus. Je les ai regardés droit dans les yeux, sans ciller. À côté de la scène, sous le logo de notre fondation, il y avait une photo de grand-père souriant dans un champ de tournesol. La légende disait. Pour les rêveurs qui croient en ce que le monde oublie. Quelque part, je crois qu'il l'a vu. Emma et Tyler, mes meilleurs amis depuis l'université, dirigent maintenant leur propre département au centre. On rit beaucoup. On rate encore des expériences parfois. On brûle encore du pop-corn dans le micro-ondes de la salle de pause. Mais on change aussi des vies. Pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que quelqu'un a cru en nous. Et ça a tout changé.
Parfois, je me demande si Marie pense encore à ce jour-là. Je me demande si maman organise encore des dîners et dit aux invités. J'ai 2 filles, avec ce faux sourire qu'elle répétait devant le miroir. Je me demande si papa se considère encore comme un homme de grande valeur. Mais la plupart du temps, je ne me demande plus rien. Hier, je nettoyais une des vieilles bibliothèques de la salle de lecture du labo, une que je n'avais pas touchée depuis des années. Dans un exemplaire usé de La nature des choses, j'ai trouvé une photographie. Je l'ai reconnue tout de suite, rien qu'au bord des lavés. C'était moi. Je devais avoir 9 ans, accroupi dans l'herbe derrière la grange, tenant une loupe au-dessus d'un scarabée posé sur une feuille. Grand-père se tenait à côté de moi, pointant quelque chose au loin. Nous sourions tous les deux. Au dos de la photo, de son écriture soignée et précise, il avait écrit « Ma petite scientifique changera le monde un jour ». Je suis resté longtemps là, à la tenir comme quelque chose de précieux. Parce que maintenant je le sais. Il avait raison.